Rome n'était pas un empire à ses débuts. Avant de dominer la Méditerranée, elle a combattu un rival qu'on croyait invincible. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, face aux plus grands esprits, cultures et armées de l'histoire, elle a fini par l'emporter. Comment a-t-elle renversé la situation face à la civilisation la plus avancée? Aujourd'hui, dans l'émission The Infographics Show, nous allons découvrir comment Rome a accompli l'impossible et a conquis la Grèce. La route de Rome vers l'Empire n'a pas débuté par un bain de sang ni une marche de légion. Tout a débuté par une insulte sous l'emprise de l'alcool, menant à un conflit inattendu. Cette insulte a déclenché l'une des conquêtes les plus inattendues de l'histoire, les Grecs de Tarente. Ivres lors de la fête de Dionysos, semblaient donc croire que les Romains venaient pour eux. Un traité interdisait aux navires romains l'accès au golfe, dont les Tarentins ont coulé 4 navires romains et tué de nombreux hommes à bord. Ils ont ensuite marché vers la garnison romaine de Tourie, en ont expulsé les soldats et commencé à piller. Le Sénat romain a envoyé des émissaires pour s'expliquer sur l'attaque, mais ils ont été maltraités, ce qui constituait une grave insulte à l'époque. Les émissaires en toge ont parlé à la foule, mais les Tarentins ont raillé leurs habits, les traitant de barbares et les huant. C'est important, car cela suggère que les Grecs se croyaient supérieurs. En fait, l'historien romain Cassius Dion a écrit que quelqu'un avait jeté des excréments sur la toge de l'ambassadeur. Visiblement agacé, l'ambassadeur répondit que les Grecs paieraient dans le sang. Les historiens de l'Antiquité, souvent biaisés, exagérèrent le drame, mais cela a marqué un tournant historique. Rome déclara la guerre. Pour comprendre la confrontation entre Romains et Grecs, il faut revenir à l'époque de la domination grecque sur le monde antique. Quand Rome songeait à devenir un empire, la Grèce avait déjà établi le modèle occidental, non sans difficulté. Les Grecs avaient de repousser la Perse, puis s'étaient affrontés dans de violentes guerres entre Athènes et Sparte. Des ruines naquit la Macédoine, où Philippe II et Alexandre le Grand unirent les cités-États grecques, changeant à jamais l'histoire. Personne n'avait jamais vu de conquête comme celle d'Alexandre, mais toutes les grandes puissances finissent par s'effondrer. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre mourut, et la Grèce fut plongée dans le chaos. Et dans ce chaos, Rome a trouvé sa chance. Le sud de l'Italie avait été colonisé par les Grecs des siècles plus tôt, à tel point qu'il fut connu sous le nom de Magna Graecia, ou Grande Grèce. Le grec était parlé dans ces villes, dont les temples, théâtres et marchés donnaient au sud de l'Italie une ambiance très hellénique. C'était la Grèce, en Italie, côte à côte, avec les confédérations tribales italiques, vivant dans leur propre communauté moins avancée. Les tribus locales commerçaient avec les Grecs, mais combattaient aussi, s'alliaient et s'engageaient comme mercenaires pour des causes grecques, y compris contre les Romains. Parmi les principales cités grecques figurait Néapolis, aujourd'hui Naples, devenue un centre culturel et commercial prospère. De l'autre côté de l'eau, en Sicile, Syracuse, une puissance, jouera plus tard un rôle majeur dans l'ascension de Rome. La plus riche de toutes était Tarente, une colonie spartiate qui était riche, puissante et fière. Avec une population de 10 000 habitants ou plus, ce n'était pas un coin perdu de province, c'était un bastion de la puissance grecque à l'étranger. La région se distinguait aussi par sa grande puissance intellectuelle. De grands penseurs de l'Antiquité vivaient dans le sud de l'Italie, comme Pythagore à Crotone. La colonisation de l'Italie a permis à la civilisation grecque d'influencer Rome. Les Romains, coriaces, ont peu à peu adopté les idées grecques en art, philosophie, architecture et religion. Mais cette relation n'était pas à sens unique. À mesure que la puissance de Rome grandissait, elle a commencé à s'étendre aussi en Grande Grèce. Et cette fois, le terme « s'étendre » était à prendre au sens littéral. En 342 avant Jésus-Christ, Archidamos III, le roi de Sparte, a conduit son armée dans le sud de l'Italie pour aider Tarente lorsqu'elle était menacée par des tribus italiques voisines. Il fut tué au combat quelques années plus tard, laissant Tarente vulnérable aux attaques. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre Ier d'Épire, beau-frère d'Alexandre le Grand, retraverse l'Adriatique vers Tarente pour aider à repousser les peuples italiques, qui, il faut l'admettre, étaient déjà là. Avant l'arrivée des Grecs, les Samnites, Lucaniens et Brutiens avaient déjà mené des raids et attaqué les colons grecs. Les Romains, au nord, n'étaient pas prêts à dominer l'Italie et sont restés en dehors du chaos. Au sud, Rome devait affronter les Samnites, un peuple montagnard combatif refusant toute soumission. Et pour l'instant, Rome et les cités grecques n'étaient pas ennemis, mais cela ne durerait pas éternellement. Rome grandissait rapidement, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne tourne son regard vers le sud. À cette époque précaire, ces Grecs savaient qu'ils affronteraient tôt ou tard les Romains. Alors ils se sont alliés aux Samnites. Au début,
Cela ne semblait pas être une mauvaise idée. En 321, avant Jésus-Christ, Rome subit une défaite humiliante à la bataille des Fourges Caudines. Pendant un temps, il semblait que les Samnites et leurs alliés grecs pouvaient vraiment contenir Rome. Les Romains remportèrent la bataille de Saintinum en 295 avant Jésus-Christ, ce qui fut défavorable aux Grecs. Rome avançait, confiante et en expansion, fondant une colonie à Vénusia dans le jardin des Grecs. Environ 20 000 personnes, surtout des soldats, y étaient stationnés, et quand Rome déplaçait des troupes, cela signifiait généralement une chose. Les Lucaniens menacèrent aussi des petites cités grecques, comme Thurii et Région, qui craignaient d'être submergées. Ces cités ne se sont pas tournées vers leurs compatriotes grecs pour obtenir de l'aide. Elles se sont tournées vers la puissance montante de Rome. Rome a accepté et a envoyé des troupes vers le sud. Les soldats n'ont jamais affronté les tribus italiques, étant attaqués par les Grecs de Tarente. Leur mission a échoué dès le début. Après l'attaque ivre de Tarente et l'insulte aux envoyés romains, la guerre était inévitable. Les Grecs n'étaient pas naïfs. Ils voyaient l'ascension de Rome et comprenaient les enjeux. Les démocrates voulurent la guerre, avertissant qu'inaction mènerait à l'annexion par Rome. Malgré les querelles constantes entre les cités-états grecques, chacune avait son propre cercle d'alliés. Pour Tarente, cet allié était l'Épire, un royaume à cheval sur ce qui est aujourd'hui la Grèce et l'Albanie. Elle était gouvernée par Pyrrhos d'Épire, l'un des plus grands généraux du monde antique, qui avait épousé une membre de la famille royale macédonienne. Lui aussi se méfiait de l'expansion romaine, et il était redevable aux Tarentins. Pyrrhos savait pouvoir compter sur l'aide de plusieurs tribus. Son plan était de sécuriser d'abord Tarente, puis de passer en Sicile pour en chasser les Carthaginois, qui contrôlèrent la côte ouest. Pyrrhos voulait cela pour lui. Une fois fait, il reconquérait la Macédoine, perdue en 285 avant Jésus-Christ. Gardant la Macédoine en tête, Pyrrhos réunit son armée et alla soutenir les Tarentins, déclenchant la guerre pyrrhique. Il amena 25 000 hommes, 20 éléphants de guerre et un plan pour détruire Rome. Un contingent de 3 000 soldats partit en éclaireur, tandis que l'armée romaine comptait entre 40 000 et 50 000 hommes. Le premier affrontement eut lieu à Héraclée, dans le sud de l'Italie. Les historiens antiques disent que les légionnaires romains ont attaqué la phalange épirate de Pyrrhos sans réussir à la percer. Puis, lorsque la cavalerie de Pyrrhos attaqua par les flancs, la ligne romaine céda finalement. Les Romains perdirent près de 7 000 hommes, mais réussirent tout de même à se replier au nord, leur honneur presque intact. Pyrrhos n'était pas heureux, ayant perdu 3 000 hommes sans possibilité de remplacement. Malgré son coup, la victoire avait des avantages. Plusieurs peuples italiques, les Lucaniens, les Brutii et les Messapiens, rejoignirent la cause de Pyrrhos, ainsi que les cités grecques de Crotone et de Locre. Les Romains faisaient maintenant face à une bataille difficile. Chassés du sud, ils regardaient Pyrrhos avancer vers le nord, concluant une alliance avec les Samnites, qui avaient déjà rejoint Tarente pour résister à Rome. Pyrrhos conclut un accord avec ses nouveaux alliés italiens. S'il l'aidait maintenant, il les aiderait lorsque Rome viendrait les attaquer. Mais Pyrrhos n'était pas vraiment un homme de parole. La guerre était loin d'être terminée. En réalité, ce n'était que le début. Au printemps 279 avant Jésus-Christ, Pyrrhos attaqua les colonies romaines de Luceria et Venusia. Les Romains étaient en grande difficulté. Pour garder la loyauté de leurs alliés et maintenir leurs armées sur le terrain, ils frappèrent une nouvelle monnaie pour financer l'effort de guerre. Les Romains, avec 40 000 hommes, affrontèrent à nouveau Pyrrhos et furent encore repoussés. Pyrrhos attaque le camp romain sans réussir à le prendre. Son armée perdit environ 3 500 hommes, tandis que les Romains subirent près de 6 000 pertes. Ces chiffres peuvent apparaître modestes aujourd'hui, mais dans l'Antiquité, ils étaient dévastateurs. Athènes, grande ville, comptait entre 360 000 et 610 000 habitants, incluant femmes, enfants et esclaves. L'ironie, c'est que Pyrrhos, malgré sa victoire, était furieux. Il avait été blessé par un javelot, avait vu son camp partir en flammes, et s'était alors rendu compte que la victoire pouvait ressembler beaucoup à une défaite. Selon la légende, il se serait plaint. Si nous remportons encore une bataille contre les Romains, nous serons complètement ruinés. Peut-être de l'humour noir, mais cette phrase allait marquer l'histoire. Cela nous a donné l'expression « victoire à la Pyrrhus », une victoire si coûteuse qu'elle n'en est presque plus une. Pyrrhus avait encore battu Rome, mais il n'était pas plus proche de retrouver son pouvoir en Macédoine ni de réaliser l'empire rêvé. Les Romains acceptèrent un échange de prisonniers, et promirent de ne pas toucher à Tarente, mais cela ne durerait pas longtemps. Pyrrhus lui-même accepta un armistice et abandonna effectivement les Samnites et les Lucaniens à de futures attaques romaines. Puis, lorsque Carthage attaqua la Syracuse grecque,
Pyrrhus partit pour la Sicile, laissant ses alliés italiens dans l'embarras. Les Romains en profitèrent pour vaincre Samnitz, Lucanien et Brutien en son absence. À Tarente, Pyrrhus avait laissé une garnison, ce qui déplaisait aux habitants. Ils commencèrent à soupçonner qu'il avait ses propres projets pour la ville. Leur message était clair, « Reviens te battre, où emmènent tes hommes ?» Pour regagner leur confiance, Pyrrhus marcha de nouveau contre les Romains. Mais cette fois, il fut vaincu. Frustré et à court d'options, il retourna en Épire, la queue entre les jambes. Peu après, le peuple de Tarente se rendit à Rome. Désormais, les Romains ont envahi le sud de l'Italie et pris le contrôle des cités grecques de la Grande Grèce. Rome montait en puissance rapidement, et tout le monde le savait. Comme tous les empires, Rome a masqué la conquête par le discours de la libération. Il prétendait qu'il sauvait ses peuples d'eux-mêmes, ou d'une autre puissance menaçante. Plutarque, écrivain romain d'origine grecque, affirma plus tard que les peuples conquis étaient en fait chanceux. En étant soumis, ils étaient civilisés. Pour les Grecs, fiers de leur héritage, la domination romaine était difficile à accepter. Ils se considérèrent supérieurs en tout point. Pour eux, les Romains étaient des barbares. Le mot grec « barbaros » signifiait à l'origine étranger, imitant le son barbare des langues inconnues. Au départ, ce n'était pas insultant, mais c'est devenu une insulte avec le temps. Ironiquement, les élites romaines qui imposaient les normes culturelles apprenaient couramment le grec. Le grec allait devenir la langue de la culture et de la philosophie. Même après être devenue la puissance dominante en Méditerranée, Rome admirait toujours les Grecs. Après la guerre de Pyrrhus, ils savaient qu'ils pouvaient vaincre les Grecs grâce à leurs légions plus flexibles. La supériorité de la phalange macédonienne fut particulièrement évidente pendant les guerres de Macédoine, menées de 214 à 148 avant Jésus-Christ. Au départ, les Grecs ne considéraient pas Rome comme un conquérant de toutes leurs terres. Rome se voulait un allié utile et un médiateur honnête. Les petits royaumes et cités-États, lassés de la domination macédonienne, invitaient Rome à intervenir comme arbitre, et Rome acceptait volontiers, mais à un certain prix. Après la prise de Tarente en 272 avant Jésus-Christ, les colonies de Grande Grèce furent absorbées. Mais alors que Rome avait le sud bien en main, elle était aux prises avec un autre géant, l'Empire carthaginois, la puissance punique, basée en Afrique du Nord, en Afrique. Au cours du siècle suivant, Rome et Carthage se livrèrent à 3 guerres majeures, les guerres puniques. La première guerre punique, 241 avant Jésus-Christ, s'est surtout déroulée en Sicile. Carthage avait de profondes racines, et Syracuse, principale cité grecque, était prise au milieu. Syracuse a d'abord soutenu Carthage. Après l'avancée romaine de 263 avant Jésus-Christ, le roi Hiéron de changea d'allégeance. Il s'est rapproché de Rome pour le reste de sa vie. Ailleurs en Sicile, les petites cités grecques ont partagé leur loyauté, certaines penchant pour Carthage, d'autres pour Rome. La guerre fut chaotique, mais à la fin, Rome triompha. La Sicile devint sa première province d'outre-mer, et Carthage dut céder sa flotte et payer de lourdes réparations. Mais Carthage était loin d'être finie. Elle avait encore un atout dans sa manche. La deuxième guerre punique, 218-201 avant Jésus-Christ, a fait d'Hannibal l'un des plus grands commandants de l'histoire. Il a mené environ 20 000 fantassins, 6 000 cavaliers et des dizaines d'éléphants de guerre nord-africains grelottants à travers les Alpes, de l'Espagne à la Gaule, puis en Italie. C'était l'un des mouvements les plus audacieux de l'histoire militaire. Voir des éléphants franchir des montagnes enneigées, aucun Romain ne l'aurait cru possible. Ensuite, Hannibal a déchaîné l'enfer et vaincu tous ses opposants. Lors de la bataille de la Trébie, de l'embuscade au lac Trasimène et surtout à Cannes, il infligea aux Romains de lourdes défaites. À Cannes, plus de 50 000 Romains ont été tués en une journée. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs alliés italiens aient quitté Rome pour soutenir Hannibal. Hannibal a longtemps parcouru la péninsule italienne comme un cauchemar. Les enfants romains ont grandi avec l'expression « Hannibal est aux portes ». C'était un croque-mitaine réel, mais il n'a jamais franchi les murs de Rome. Malgré ses victoires, les Romains ont refusé de négocier. Ils se sont adaptés, évitant les combats directs et attaquant les territoires carthaginois à l'étranger. En Espagne, les forces romaines ont lentement chassé les Carthaginois, sous le commandement de Publius Cornelius Scipio, l'homme qui deviendra plus tard connu sous le nom de Scipion l'Africain. Après avoir sécurisé l'Espagne, Scipion attaqua l'Afrique du Nord. Hannibal fut rappelé d'Italie pour défendre sa patrie, mais à Zama, en 202, avant Jésus-Christ, Scipion l'écrasa lors d'une victoire décisive. Le résultat fut une nouvelle reddition.
Carthage versa plus de réparations, et vit Rome prendre l'Espagne et plusieurs îles méditerranéennes. Ce fut un combat brutal contre les Carthaginois, mais Rome en sortit plus forte que jamais. Ces victoires, rappelées pendant des siècles, furent racontées à nouveau dans les spectacles sanglants de l'arène romaine. La troisième guerre punique, de 149 à 146 avant Jésus-Christ, dévasta complètement l'empire carthaginois et ajouta encore plus d'humiliation. Assiégée et affamée, Carthage fut prise d'assaut par les légions romaines et réduite en cendres. Peut-être entre 450 000 et 750 000 personnes massacrées. Les sources antiques affirment que 50 000 survivants devinrent esclaves. L'Afrique du Nord fut annexée comme province romaine. Rome était inarrêtable, mais pendant ces guerres, elle devait encore affronter les Grecs. Une civilisation dont elle capturait de nombreux esclaves, dont des penseurs brillants enseignant aux enfants des élites romaines. La première guerre de Macédoine, de 214 à 205 avant Jésus-Christ, débute alors qu'Hannibal ravageait l'Italie. Philippe V de Macédoine, croyant Rome distraite, s'allia avec lui pour étendre son pouvoir au-delà de l'Adriatique. Au final, aucun camp n'obtint de résultats notables. Rome était surmenée, Philippe prudent, et la guerre finit par une paix négociée. La seconde guerre de Macédoine, 297 avant Jésus-Christ, fut bien différente. Des puissances grecques, comme Pergame et Rhodes, ont demandé l'aide de Rome contre l'expansion de Philippe. En 197 avant Jésus-Christ à Cynocéphale, les légions romaines ont vaincu la phalange macédonienne. La grande phalange, autrefois invincible sous Alexandre, ne faisait désormais pas le poids face aux formations manipulaires flexibles de Rome. En 196 avant Jésus-Christ, lors des Jeux isthmiques, Rome proclama que les Grecs étaient libres des Macédoniens. C'est compliqué. Bien que les Macédoniens aient rejoint le monde grec, de nombreux Grecs du Sud les voyaient toujours comme des étrangers semi-barbares. Ainsi, quand Titus Quinctius Flamininus proclama la liberté grecque, il exploita un ancien ressentiment. La foule a éclaté en acclamation. Mais le cadeau de liberté de Rome était ce que la libération signifiait toujours pour les Romains, une laisse. Et comme toujours, les cités-États grecques restaient divisées. Chaque fois qu'elles demandaient à Rome de régler leurs différends, l'emprise de Rome se resserrait. L'aide avait toujours un prix. La troisième guerre de Macédoine, 160 et 1168 avant Jésus-Christ, a presque anéanti l'empire macédonien. Persée, fils de Philippe, a voulu restaurer la puissance macédonienne, mais la phalange a encore cédé face aux légions romaines à Pydna en 168 avant Jésus-Christ. Cette fois, Rome a aboli la monarchie macédonienne et a divisé la Macédoine en 4 républiques clientes. Avertissement à ceux qui rêvaient d'indépendance. En 150 avant Jésus-Christ, Andriscos, se prétendant fils de Persée, tenta de restaurer le royaume macédonien uni. Cela ne s'est pas bien passé. Sa rébellion a échoué, mettant fin aux guerres de Macédoine, et Rome a fait de la Macédoine une province romaine. Certains Grecs ont malgré tout résisté à la domination romaine. La Ligue achéenne dans le sud, une confédération de cités-États, qui espérait encore préserver son autonomie, s'est soulevée en signe de défi. La rébellion fut brève, les Romains l'ont écrasée, et les Grecs n'ont plus jamais défié la domination romaine. Rome est devenue brutale. Elle a détruit Corinthe, centre majeur du commerce et de la culture grecque, et les Romains ont pris ses trésors. Les hommes adultes ont été massacrés, tandis que les femmes et les enfants ont été vendus comme esclaves. Ce n'était pas la première fois que Rome se montrait aussi extrême. C'était un avertissement aux cités grecques de ne pas recommencer. Le général Lucius Mummius, qui avait ordonné le sac, a eu droit à un accueil de héros. Mais pour certains à Rome, cela ressemblait à un acte de vandalisme culturel. Ces gens-là n'étaient pas des sauvages, pas comme les anciens ennemis de Rome. À Carthage, les Grecs méritaient mieux. Plus tard, Cicéron et Plutarque ont regretté la perte de la liberté grecque et critiqué la cupidité et la violence des Romains. Cette année-là, Rome avait détruit Carthage. Ainsi, d'un seul coup, les deux anciens rivaux de Rome, Carthage à l'ouest et la Grèce à l'est, disparurent comme forces indépendantes. Rome dominait désormais le monde méditerranéen. Politiquement, les Grecs étaient finis. Le groupe de cités-États autrefois innovants et brillants de Méditerranée était désormais fracturé et sous contrôle romain. Les campagnes de Rome ont appauvri les cités-États, et les tribus imposées ont mené beaucoup de communautés à la pauvreté. Les élites grecques ont bien réussi, intégrées au vaste clientélisme romain. Mais Rome est toujours restée inquiète. Elle pouvait vaincre la Grèce militairement, mais elle ne pouvait pas rivaliser avec la Grèce en tant que force culturelle. Les Romains ont vite adopté et adapté les mythes grecs à leur façon. La philosophie grecque était profondément respectée,
avec de grands Romains, comme Sénèque et Marc Aurèle, qui suivaient les chemins tracés avant eux par les stoïciens. Des siècles plus tôt, le platonisme et l'aristotélisme devinrent des sujets fréquents chez les élites intellectuelles romaines. Dans un monde corrompu par la cupidité, Socrate incarnait l'intégrité et le cynisme de Diogène semblaient nobles et compréhensibles. Le théâtre et la poésie épique grecque furent hérités. L'art grec, souvent pillé, était vénéré. Les historiens grecs Hérodote, Thucydide et Polybe ont inspiré et instruit leurs homologues romains. En médecine, les Grecs Hippocrate et, bien plus tard, Galien furent extrêmement influents, leurs enseignements façonnant la médecine pendant des siècles. Rome avait conquis le monde, mais la Grèce avait conquis l'âme de Rome. Rome a conquis la Grèce, mais sa force venait de ses soldats bâtisseurs d'empire. Regardez, 50 faits incroyables sur la Légion romaine, pour découvrir les secrets de l'armée la plus disciplinée du monde, ou cliquez plutôt sur cette vidéo,